Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission d'après-course du Bulletin GP. Abdoussal avec vous et je suis en compagnie de Marc-André Fortin. Salut Marc-André. Salut Abdou, Comment vas-tu? ça va bien? Euh, Disons que le niveau de nervosité était dans le tapis à la fin de la course, mais pour l'instant, ça va très bien. Une petite victoire tranquille. Écoute, très heureux là, de la fin de la course. Ah oui, écoute, c'était un Grand Prix magnifique. Écoute, moi je te dirais de mon côté, ça a été un dimanche exceptionnel parce que pour la première fois depuis que j'ai aménagé, j'ai reçu mon frère parce qu'il y avait Liverpool contre Manchester United. Disons Cool. que Disons qu'il y avait un de nous deux qui était très content. Évidemment, je vous laisse deviner lequel. Et c'est certainement pas lui. Écoute, 5-0, c'était weird. Mais j'ai eu aussi mon ami qui est revenu pour la fin du match, la fin de l'écrasement, et aussi pour une bonne partie de la course aussi. Donc, c'est pour ça aussi que j'étais moins présent sur Twitter, entre autres, parce que je voulais profiter de sa présence pour regarder la course. Et mon Dieu, que c'en était toute une. Uh-huh. Et justement, on va en parler en commençant avec, naturellement, les évaluations post-Grand Prix. Donc, Marc-André, quels ont été tes tops, contre et performances et moments cocasses? Dans les pilotes du jour, selon moi, je pense que Max Verstappen le méritait amplement. Mhm. Pourquoi? J'avais l'impression que la stratégie de Mercedes allait fonctionner. Lorsque Hamilton est rentré au puits, il restait à peu près, quoi, c'est un petit peu plus de 15 tours à peu près. Mhm. Et il n'avait que 8 secondes de différence entre lui et Verstappen. Et je sentais, même si je suis le plus grand fan de Max, qu'il allait avoir de la difficulté à le contenir et à aller chercher cette victoire. Et finalement, grande surprise à mes dépens. Écoute, j'ai jamais été aussi stressé dans les 6 derniers tours. Comme je disais tantôt, le niveau de nervosité était très haut. Mais il y avait aussi que ça me paraissait comme étant les tours les plus longs de ma vie. Je ne peux même pas croire à quel point je me souviens, les images. Je vais garder ma prochaine information pour mon moment cocasse. Mais c'est ça, je pense que Max mérite amplement le pilote du jour. Il a réussi à contenir Hamilton. La pression était forte. L'enjeu était grand aussi. Et à un moment donné, Hamilton affirmait que Max Verstappen allait peut-être craquer dans des moments importants. Eh bien là, Max a montré qu'il était capable de prendre cette pression et Mhm. de la rejeter contre Hamilton. Et avouons-le, c'est l'un des grands prix les plus importants du calendrier, des épreuves restantes, parce qu'effectivement, les prochains grands prix vont probablement être à l'avantage de Red Bull. Donc, on va regarder tout ça dans les prochaines semaines. Et on va en Mais non, parler écoute, juste... Oh, ouais, juste excuse-moi. après, exact. Ouais, on C'est va en pour ça que parler juste avant. je vais m'arrêter maintenant. Mais écoute, oui, Max Verstappen fait partie de mes tops. Euh, Sinon, ben écoute, un petit thumbs up à Perez qui n'avait pas accès à l'eau durant durant la course. Donc, honnêtement, félicitations à lui qui a quand même terminé troisième, qui a une très bonne performance, qui a réussi à ne pas faire d'erreur. Et donc, tout ça mène à ces deux noms là, de mon côté. Mhm, exactement. Donc, Max Verstappen. En fait, Red Bull a été contre toute attente, en fait, pour de mon côté, excellent durant ce week-end. Sinon, as-tu une contre-performance? Euh, j- J'essaie de voir un peu. Il y en a pas qui me sautent à vue d'œil, honnêtement. Il faut dire aussi que j'ai regardé la course un peu d'un œil, donc j'ai peut-être manqué des moments importants. Tu vas pouvoir revenir sur les moments que j'ai peut-être ratés. Mhm. Mais somme toute, je regarde les résultats, je regarde la course en ensemble, puis il n'y a pas de nom qui me saute aux yeux. À part, bon, peut-être encore là, tu sais, un As qui termine avec plus de 2 tours. Bon, là, c'est pas des contre-performances parce qu'on s'y attendait un peu. Ouais. Mais quand je regarde tout ça, c'est un peu honteux d'en arriver là. Euh, il y a peut-être, regarde, il y a peut-être Mick Schumacher qui est venu un peu s'introduire dans la course là, vers la fin. Et je pense qu'il aurait pu essayer de se tasser un petit peu avant. Ça aurait pu changer l'allure de la course et lors du dernier tour. Mais bon, finalement, ça n'a pas eu trop d'impact. Moi, ce que j'avais peur aussi, c'est que Verstappen réussisse à le dépasser, que
Mick Schumacher vienne déranger Hamilton. Finalement, les conséquences n'auront pas été très grandes, mais il aurait pu essayer de se tasser un petit peu avant. Ouais, c'est vrai, mais je pense qu'il était un peu loin aussi de tout le monde, donc c'était heureusement sans conséquences pour les deux, donc mais je ne crois pas que Mick avait allé déranger nécessairement Max Verstappen. Et finalement, ton moment cocasse? Mon moment cocasse, c'est lorsque la caméra s'est tournée vers Jos Verstappen. Il restait à peine un tour et il était tout calme, alors que moi, j'étais stressé, j'étais à genoux devant ma télévision et j'attendais le résultat à pied ferme. Donc ça m'a fait rire un peu là, de voir qu'on était dans deux états d'esprit complètement différents. Là. Ah oui. Oh, je pense à ça, j'ai oublié de mettre ce son. Eh oui. Ah oui, j'ai complètement oublié. Et oui, je pouvais pas m'en passer. Chanson. Quelle chanson. Non, moi non plus. Écoute, et ça, c'est la version d'une heure. Hein, donc, est-ce que tu vas la regarder le jour où il va être sacré champion du monde? Tu ris, mais je crois que oui. Oh my God. Oh dear. Heureusement heureusement qu'il y a 300 km qui nous séparent. Je vais faire un live Facebook. Moment cocasse du jour. Moment cocasse de la saison, Marc-André qui joue, qui fait un live Facebook après le Grand Prix pendant plus d'une heure après le Grand Prix d'Abu Dhabi. C'est à ne pas manquer. Soyez au rendez-vous. Eh oui. Sinon, moi, ma performance du jour, moi, je vais la donner aux deux pilotes, Max Verstappen et Lewis Hamilton. Verstappen, très brillant, était capable d'adopter une stratégie agressive et Hamilton a été capable de rattraper Verstappen. Malheureusement, c'était trop peu, trop tard, en fait. Mais c'est là où on voit, en fait, le duel. En fait, c'est qui sont les champions. Et je crois que, Lewis Hamilton, on sait que c'est une légende du sport, mais Max Verstappen est un futur champion en devenir. Et je crois que ce qu'on a vu, c'était largement mérité. Sinon, Sergio Perez, pas seulement pour sa course et son manque d'eau, mais aussi pour l'ensemble de son week-end, vraiment était capable d'être parmi le top 3 en fait. Vraiment, je suis vraiment content de voir Checo, surtout après sa course aussi en Turquie, qui a été exceptionnelle aussi. Sinon, Daniel Ricciardo, puis ça, on va en reparler aussi. Mention honorable, Daniel Ricciardo a été très bon. Oui, vraiment. Il m'a surpris parce que, écoute, il a été impliqué dans plusieurs confrontations, surtout avec Ferrari. Et il s'en est très bien sorti. Moi, il m'a impressionné, effectivement. Ah oui. Et moment cocasse, j'en reparler après, mais la contre-performance, pour moi, elle revient définitivement à Alpine et Fernando Alonso pour justement leur commedia dell'arte, surtout au niveau au niveau de ces batailles, de la bataille d'Alonso contre les deux Alpines. Disons, ça nous a donné du bon spectacle, mais c'était pas fameux. Ouais, ça, c'est une chose que j'ai ratée dans la course. Je vais aller lire après. Donc, je t'expliquerai après, parce que ça, c'est un partie de mon sujet. Et sinon, moment cocasse, c'est Shaquille O'Neal. Évidemment, je pense que tu viens de voir la photo que j'ai mise sur le groupe Facebook F1 Québec. Shaquille O'Neal qui se met entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. Et lui, il n'avait même pas besoin d'un podium. Il est déjà plus grand que les deux pilotes réunis. Et c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, parce que Shaquille O'Neal, non seulement, en plus, il est arrivé avec une voiture en Longhorn. C'était débile. Quand Américaine. Non seulement à l'américaine, mais quand l'expression Keep Austin Weird s'applique en Formule 1, t'étais vraiment au bon endroit. Puis je suis vraiment content que ça a donné un peu d'excitation après ce Grand Prix. Parce que for real, c'était toute une bonne course. Donc voilà, c'était mon moment cocasse. Ah oui, puis aussi de voir
Logan Paul en émission d'avant-course avec mon ami, alors alors qu'il se retrouvait derrière Daniel Kvyat en train de discuter avec du monde dans le paddock. Alors, ça aussi, c'était un peu cocasse. Maintenant, pas assez de glitz and glamour, on va revenir à la beauté de la Formule 1 qui est en piste, avec ce beau duel entre Max Verstappen et Lewis Hamilton. Évidemment, on va revenir au départ, qui a été quelque chose de très capital. Et non Windows, je ne vais pas installer les dernières mises à jour, pas tout de suite s'il vous plaît. Là. Donc, au départ, Verstappen partait en pole et Lewis Hamilton deuxième. Mais au départ, Hamilton a fait quelque chose d'exceptionnel, c'est-à-dire prendre le premier rang à Verstappen au premier tour. Eh oui, staggering, comme le diraient certains commentateurs. Et c'était ensuite une bonne gestion pour essayer de garder Verstappen derrière, mais ce dernier a décidé de s'arrêter bien devant. Et ensuite, quand Hamilton est rentré, est tout simplement revenu devant lui. Alors, Marc-André, cette première partie de la course, je ne sais pas si tu as pu la visionner, mais est-ce que c'était quelque chose qui était capital, ce premier arrêt au puits? C'est sûr. Ça aurait pu vraiment faire la différence dans la course. Encore là, Red Bull, je pense qu'ils ont tellement bien joué stratégiquement pour faire revenir Verstappen devant. Mais Hamilton, félicitations à lui parce qu'il a réussi ce qu'il devait faire. Un départ quasi parfait. C'était incroyable à quel point il a bien fait ça parce que honnêtement, le temps de réaction de Max était très bon. Donc, quand on regarde les deux, quand on faisait la comparaison des deux, on voyait qu'il n'y avait pas énormément de différence. Donc, c'est vraiment le niveau de performance d'Hamilton lors du départ qui a fait la différence. Et ça, c'est tout en son honneur. Et encore là, ça aurait pu faire une bien grande différence dans le résultat final. Heureusement pour Max Verstappen et son équipe, il a réussi à reprendre la tête. Et ensuite, c'était un jeu de qui va réussir à aller chercher les secondes importantes à la fin de la course. Et finalement, ça va avoir été Max. Ouais, exact. Puis je dois dire quand même que moi, je pensais en fait que Mercedes avait la victoire en poche parce que moi aussi. ils ont réussi leur stratégie. Ils ont réussi leur stratégie, mais c'était juste un peu trop tard. Mais ce premier arrêt, moi, je me disais, j'étais avec mon ami, je pense qu'il va falloir que Mercedes réagisse vite parce que l'arrêt au puits, la durée d'un passage au puits est de 20 secondes, arrêt inclus. Donc, je pense qu'à un moment donné, Verstappen était revenu avec quoi? C'était 19 points quelques. C'est ça. Donc, et au fur et à mesure que Verstappen avançait, il brûlait un peu plus ses pneus. Hamilton avait peut-être l'avantage pour justement jouer le long game, si on peut dire. Et ça, au moins, ça aurait été bien que Mercedes réagisse. Mais je crois que c'est peut-être ça qui a joué en fait dans cette course aussi. C'est peut-être l'arrêt un peu plus anticipé, si on peut dire, de Verstappen. Oui, puis encore là, on essaie de trouver des coupables à chaque fois, à chaque Grand Prix. Puis encore là, je suis obligé de dire que les stratégistes de Mercedes ont encore peut-être raté. Je pense que tu as raison. Si Mercedes avait fait rentrer Hamilton, parce que là, il a attendu quoi? Il a attendu 4 à 5 tours. Je pense que s'il avait fait peut-être pas immédiatement ou un tour après, peut-être que le résultat en ce moment est bien différent. Parce que Verstappen aurait une moins longue avance lors du premier train de pneus. Donc, c'est certain que pour ma part, je crois que les stratégistes de Mercedes sont encore à blâmer. Puis là, je vais le mettre en guillemets parce que, c'était une décision sur le fly qu'ils devaient prendre. C'est facile à dire en mortaise qu'ils ont fait une erreur. Bien sûr, je l'admets, mais je pense que ça aurait été une bonne stratégie pour eux. Puis, c'est pour ça que cette année, pourquoi je vois autant Max depuis le début de la saison remporter ce championnat, c'est cette différence entre les stratégistes.
de Red Bull et de Mercedes. Ouais, mais aussi le truc, c'est que je comprends, on peut dire que Mercedes l'a un peu échappé, mais même s'il fallait en disant qu'ils réagissent, mais ils ont été aussi surpris par le fait que Hamilton dise que ses pneus étaient OK, puis ça, c'était assez surprenant à entendre. C'était pas C'est rare. et c'est pas l'effet de l'alcool. C'est bien ça qu'il a dit. Mais c'est bien ça qu'il a dit. Mais je crois que Verstappen, avec des pneus neufs, allait revenir en dessous de la fenêtre en question. Maintenant, c'était à savoir à quel moment le deuxième arrêt allait être activé. Excusez-moi. Mais reste que Verstappen a été très bon pour justement passer et revenir derrière Hamilton. Et moi j'ai dit peut-être que Hamilton va nous faire un Barcelone 2021 ou un Budapest 2019 parce que c'est ce qui a fonctionné. Mais au final, Verstappen a été capable de trouver un peu de rythme avec ses pneus en fin de course pour creuser un peu plus l'écart, même si Hamilton revenait. Donc, c'était du mano à mano pendant les derniers tours. Et vraiment, c'est ce qui a permis à Verstappen de rester. C'est justement ce rythme trouvé en fin de course qui lui a permis de résister. Parce que sinon, si c'était un tour de plus, je crois que Hamilton aurait été dans la zone de DRS ou bien même très proche de la zone de DRS. Et puis, tu sais, ce fameux rythme de course que tu parles, je pense que Verstappen a réussi à aller le chercher parce qu'il a bien économisé la performance de ses pneus. Mm-hmm. Il a bien contrôlé tout ça. Ce n'était pas facile parce que, bon, quand Hamilton est rentré, il y avait 8 secondes de différence entre les deux. Mm-hmm. Évidemment que la pression était sur Verstappen de quand même contrôler ses pneus, de ne pas en faire trop. Et visiblement, ça a fonctionné. Et c'est de l'expérience importante pour ce jeune pilote. Je le dis encore jeune parce que c'est le cas. Il a besoin d'acquérir encore de l'expérience. C'est dans de telles courses qu'il peut le faire que là, il a vraiment, vraiment été très bon pour contrôler ses pneus, pour tout s'arranger pour que, à la fin de la course, il reste une performance assez impressionnante et intéressante pour finalement réussir à contrer l'attaque ou les attaques de Lewis. Et non seulement ça aussi, c'est que cette victoire, elle est hyper importante dans la suite du championnat parce que moi je disais Austin, c'était un circuit qui allait favoriser les Mercedes puisque dans le passé, dans cette ère, Mercedes a remporté toutes sauf une course à Austin. Et dans une situation où justement, moi je pensais que les Mercedes allaient peut-être pas échapper, mais s'échapper avec la victoire. Envoler avec la victoire, Red Bull c'est Red Bull qui l'emporte et de ce fait, Verstappen mène le championnat par 12 points et va arriver sur un circuit qui est hyper avantageux pour pour Red Bull, excusez-moi. Même si, Hamilton a gagné la course, la dernière édition en 2019. Mais ça, c'est hyper important pour Red Bull et la suite. Donc, c'est fou à quel point ce championnat peut basculer d'un côté comme de l'autre et on ne sait pas quand est-ce que ça va se réduire. Donc, Mexique dans 2 semaines, ça va être quelque chose de remarquable. Vraiment. Puis, moi, je disais à mes amis un petit peu plus tôt dans la journée que si Red Bull réussit à remporter ce match, cette course à Austin, ça allait être un peu un revers de la main de cette fameuse course en Angleterre qui Max a eu un petit peu de difficulté avec, bien sûr, l'accident et tout ça. Donc, on dirait que c'est le retour de l'ascenseur qui se fait chez Red Bull, de la malchance sur un territoire qui aurait pu leur appartenir en Angleterre, versus bien sûr, un Grand Prix où avant samedi, avant dimanche même, jamais on aurait pu croire que Red Bull aurait gagné. Honnêtement, c'est un travail de maître qui a été fait par l'équipe d'ingénieurs, par l'équipe de réglage pour justement optimiser les performances de cette voiture pour permettre à Verstappen et à Perez de bien se positionner. Pardon. C'est pas de la Sans COVID. cela, honnêtement, ça aurait pu être
Le championnat aurait pu être très différent. Et si on parle du côté de Lewis Hamilton, j'ai rien à redire. Il a fait son travail. C'est juste la stratégie qui est un peu courte, en fait, dans les circonstances. Parce que il avait le rythme carrément pour aller chercher Verstappen dans les derniers tours. On parlait de peut-être les 3 derniers tours qui sont les plus importants. Mais Verstappen a été capable de réagir en un claquement de doigts. Donc, là, c'est cette victoire. Malgré la belle performance d'Hamilton, elle est coûteuse dans le sens où là, c'est Mexique, c'est un circuit avantageux pour Red Bull et Honda en quelque sorte. Et en plus de J'irais même à ça, dire que Brésil aussi, tu sais. ouais, Brésil, c'est vrai. Parce que c'est un programme triple en plus qu'on approche. Exact. Honnêtement, cette victoire est tellement importante pour Red Bull parce que justement, ils vont sur deux territoires qui devraient en principe leur appartenir, Mhm. Mexique, Brésil. Après ça, je regarde le calendrier. Au Qatar, c'est Ac- l'innocence totale. On n'a aucune donnée sur ce Grand Prix, donc on ne le sait pas. Ouais. Ensuite, même Arabie Saoudite, on n'a aucune donnée. Donc, ça devrait peut-être être Mercedes, selon ce qu'on en comprend. Mais je préfère rester dans l'inconnu parce que Exact. Moi aussi, je préfère rester dans les connus. Mais même à Abu Dhabi, avec la victoire de Max l'an dernier, la pole position de Red Bull, et la même les changements surprise du totale circuit. chez Mercedes, Abu Dhabi semble un territoire aussi très neutre. Donc, Ah c'est oui. fou à quel point la fin de la saison va être intéressante. Mais il faut absolument que Red Bull mise sur les 2 prochains Grands Prix pour réussir à se garder à l'avance. Même, je dirais que l'impact de Perez dans la course pour Max dans les 2 prochains Grands Prix est tellement important. Oui, Parce que exactement. là, il s'en va sur son territoire. Il n'a Mhm. pas le choix d'être deuxième pour aider Max à avoir une meilleure avance au classement. Si jamais, si jamais ce scénario arrive, Red Bull va pouvoir respirer un petit peu mieux. Définitivement. Et en plus, ben, mais il ne faut quand même pas compter Mercedes pour battu parce que Pas du tout. cette équipe, même C'est si elle en a arraché un peu stratégiquement, à part aujourd'hui, juste pris de court, elle est capable elle sait comment revenir de l'arrière. Mais sauf que, je vais dire ceci, Red Bull n'est pas Ferrari. A été Mhm. capable de se tirer dans le pied et on l'a vu Exact. à multiples reprises en 2017 et en 2018. Mais Red Bull, ce n'est pas une équipe qui ferait ça. Ce serait plus au niveau des pilotes. Encore là, je pense qu'on voit tous que Max Verstappen est un pilote beaucoup plus mature qu'auparavant. Et Sergio Perez, en plus, son week-end, on va en parler justement après. Ça a été un très bon week-end, mais je crois Mhm. qu'il commence à revenir un peu plus. Donc, vraiment, je crois que Red Bull a un avantage. Comme on dit, c'est avantage Red Bull pour les 2 prochains Grands Prix. Exact. Puis, ce qu'il faut pour Red Bull, c'est concrétiser cet avantage. Mhm. Ce que Mercedes, sur son territoire à Austin, n'a pas réussi à faire. Mhm. Mais ça va jouer sur les réglages. C'est simple à dire, mais ça va jouer sur les réglages durant les essais libres, durant les qualifications au Mexique et au Brésil. Honnêtement, ça va brasser parce que la fin de la saison s'approche rapidement. Il reste 5 courses et en ce moment, on ne peut même pas dire qui va gagner parce que c'est tellement serré. Tout peut arriver. Ouais. Même si, bon, selon le calendrier, je crois que Max Verstappen a un certain avantage, mais on verra à la fin de la saison. Exactement. Et on va parler tout de suite de son coéquipier Sergio Perez. Quel week-end, je dois dire. Vraiment. Mention très honorable pour lui. Écoute, il a été pendant tout le week-end dans le top 5. Et il s'est qualifié troisième. Moi, je pensais qu'il allait avoir la pole samedi. Euh, écoute, ça a été un peu à l'image du Canadien. Enfin, il a eu un beau sourire. Mais le truc, c'est qu'en course, il a manqué d'eau. Donc, ce qui explique aussi parfois une perte de performance. Écoute, il a fait le travail. Il a ramené de gros points pour Red Bull Mhm. dans une journée où Valtteri Bottas en a arraché quand même. Oui, ce sont de gros points amassés pour Perez, et aussi une grosse douche de confiance qu'il peut enfin utiliser
pour les prochains Grands Prix. On s'en va au Mexique, c'est son territoire, c'est son pays. Il va tout donner au Mexique. Il a toujours tout donné au Mexique. Et honnêtement, une performance comme en fin de semaine, ça ne peut être que positif pour lui. Pourquoi ça arrive à ce moment? Selon moi, ça a un rapport également avec l'approche du Grand Prix du Mexique. C'est un événement qu'il attend depuis longtemps. Ça fait plus de 2 ans qu'il n'a pas pu rouler devant ses partisans, devant sa famille, devant ses amis. Donc, quand on regarde tout ça, c'est sûr que ça a un impact sur les performances d'un pilote et d'un individu qui aime son pays natal. À un moment donné, on croyait que Perez n'allait pas avoir de voiture et on le voyait déjà au Mexique. Finalement, il s'est retrouvé un baquet. Il a eu de la difficulté avec Red Bull cette année, mais je crois que la fin de la saison, par la bonne performance à Austin et par de très bonnes performances, selon moi, au Mexique, va peut-être relancer sa saison et peut-être même offrir suffisamment de points pour ramener Red Bull dans la course des constructeurs. On verra. Et puis, il y a 23 points qui séparent Mercedes de Red Bull. Donc, c'est très possible. C'est très possible. Et en plus de cela, moi, je pense que Checo, vraiment, je sais qu'on a été un peu dur avec lui parce que les performances n'étaient pas là, malheureusement. Mais là, il faut dire ce week-end, probablement son meilleur week-end depuis, je pense, le Grand Prix de... Est-ce que je pourrais dire Azerbaïdjan, même s'il a gagné, parce que, soyons honnêtes. Oui, je suis d'accord avec toi. Parce que je vais dire même son meilleur week-end tout court avec Red Bull, parce que même s'il a gagné à Bakou, il a profité. Il faut quand même il faut quand même saisir sa chance. Mais disons que je pense que à certains moments, il était un peu off, mais je pense que Austin, c'était sa meilleure week-end complet de la saison. Puis en plus, il a été carrément transporté par la foule aussi, malgré le fait qu'il ait manqué de boissons. Alors, je crois que vraiment Perez doit se sentir très heureux, non seulement d'avoir de l'eau, de quelque chose pour boire, pour célébrer le podium. Et en passant, c'est le 200e podium de l'histoire de Red Bull. Alors, raison de plus de célébrer. Raison de plus de célébrer, effectivement. Donc, moi, je pense que ça peut donner, comme tu l'as dit, un élan de confiance incroyable pour sa course à domicile dans 2 semaines. Donc, là, on va passer maintenant en arrière. La bataille McLaren-Ferrari qui a été, ma foi, un début de course endiablé avec cette bataille entre, je crois, c'était... en fait, les 4 voitures elles-mêmes... on avait Leclerc, Ricciardo, Norris et Sainz qui se battaient. Ensuite, on a eu Sainz qui est sorti hors piste pour dépasser Norris, mais ensuite, il y a eu un genre une genre d'embrouille, en fait, pour dire je laisse passer qui, en fait. Sainz qui a dit je laisse passer Ricciardo et tout. Mais je dois dire, Daniel Ricciardo, pour moi... Même si Leclerc a fini 4e, Ricciardo, pour moi, a été celui qui s'est le mieux représenté dans cette bataille pour cette 3e place au championnat des pilotes aujourd'hui. Oui, il a été fumant. Honnêtement, parfois, Ricciardo a des bonnes performances. Parfois, c'est un désastre dans cette McLaren. Mais cet après-midi, c'était vraiment du grand Ricciardo. Comme il peut si bien le faire. Il était dans son élément, il était présent. Il voulait avoir la meilleure performance possible pour son équipe et pour lui. Et c'est des points importants qu'il a amassés pour lui également. Il se retrouve 8e, réussit à aller chercher un petit écart avec Pierre Gasly qui, malheureusement, a dû abandonner. Donc ça aussi, c'est important pour sa confiance personnelle d'aller chercher cet écart avec un autre pilote au classement. Ça peut toujours redorer un peu le tout. Et ça permet à McLaren de rester dans le coup, d'avoir 4 points. 4
4,5 points d'avance, si je ne me trompe pas, avec Ferrari. Non, 3,5 points d'avance sur Ferrari. Donc, c'est très peu, mais on va le prendre. Ouais, exact. Et tu vois, il y a maintenant ouais, c'est ça, 2,5 2 points et demi d'avance sur Ferrari. Et non seulement ça aussi, il y en a beaucoup qui disent que, bon, c'est peut-être sa deuxième meilleure performance de la saison, la première étant sa victoire à Monza. Vraiment, moi, je pense que... bon, peut-être le seul point qu'on pourrait reprocher à Ricardo, c'est son duel contre Carlos Sainz, qui s'est résulté en contact et en dommage pour le pilote Ferrari. Mais je pense que c'était limite. C'était très limite pour moi. C'est un incident de course. Alors, je crois que, bon, je ne sais pas si j'ai perdu Marc-André. Non, je suis toujours ici. Ah, ok, parfait. Donc, ça, c'est juste les retours de ma connexion Internet qui est un peu lente, mais au moins, je t'entends très bien. Mais sinon, pour revenir à Daniel Ricciardo, peut-être son contact avec Sainz était borderline. Et je suis bien content que les commissions n'aient pas réagi non plus. Oui, moi aussi, je suis content. Je pense que c'était un incident de course. Malheureux pour les deux, mais je suis content également que personne n'ait réagi dans cet incident. Effectivement. Et aussi, si on peut parler de Charles Leclerc aussi, quatrième. Très belle performance. Malheureusement, elle n'a pas été beaucoup montrée à la télévision, mais il a fait du très bon travail, surtout lorsqu'il est revenu devant Bottas. Il s'est éloigné de lui naturellement. Alors, moi, je ne sais pas si ce Grand Prix avait duré 70 tours, par exemple. Peut-être que Leclerc serait allé chercher Perez, qui était en difficulté. Alors, moi, je crois que Leclerc a été très bon, mais juste un peu comme son coéquipier Carlos Sainz pendant des années, juste laissé de côté. Mais non, moi, je pense que Leclerc a fait un très bon travail. Et à l'inverse, bon, Lando Norris, peut-être le grand perdant, n'a pas été au sommet de sa forme, si on peut dire. Non, vraiment pas. Je pense que sa course aurait pu bien finir, mais c'est des événements de course comme ça. Quand tu regardes à quel point. Allô? Oui, tu m'entends bien? Oui, je t'entends. Désolé, il y a eu comme un retour de son. Ah, ok, ok, Donc, ok. écoute, il y a eu une bataille intéressante là, entre les deux coéquipiers. Je pense que Charles Leclerc, encore là, se retrouve un peu entre l'écorce et l'arbre, voulant dire que je dirais qu'il manque un élément pour la poursuite de son calendrier. Mais écoute, il y a eu une très belle performance aujourd'hui. Je pense qu'il aurait pu aller chercher Sergio Perez. Il manquait un petit quelque chose encore là. Très dommage pour lui, mais j'ai l'impression que j'aimerais ça le voir bien performer au Mexique parce qu'il mérite. Honnêtement, il y a eu une vraiment très belle saison considérant tout ce qui est arrivé. Il a pris le dessus sur Carlos Sainz durant les dernières courses, mais les deux se font une très belle lutte chez Ferrari. Moi, je suis content de la manière dont Ferrari contrôle aussi les deux. Ils n'ont pas eu beaucoup d'incidents. Mhm. Ils se respectent et ça, c'est très respectable pour tout le monde. Ouais, exactement. Tu sais, je pense que lors du Grand Prix de Russie, j'avais dit avec Jean-Sébastien que si on avait à dire qui serait le premier champion du monde avec Ferrari depuis Kimi Raikkonen en 2017 entre Sainz et Leclerc, j'avais dit Sainz. Je voudrais me rétracter, mais je pense que Charles Leclerc a maintenant un peu plus de potentiel que... Mais tu vois, j'ai l'impression que les deux ils vont manquer de constance. Ce qui va faire que, bon, pour l'instant, mon opinion change, mais j'ai l'impression que Leclerc ne réussira pas à garder ce niveau de performance-là et que Carlos Sainz, justement, va peut-être remonter. Donc, j'ai vraiment hâte de voir dans les prochaines années ce qui va arriver parce que j'ai vraiment l'impression qu'ils vont jouer à la chaise musicale pendant un bon bout de temps. Ah oui, définitivement. On va parler d'une équipe dans laquelle on retrouve un ancien pilote Ferrari, Alpine et Fernando Alonso. Vraiment, ça a été une course à oublier pour l'Espagnol.
Il a abandonné, mais non seulement ça, je vais revenir. Il avait tenté, alors que tout le monde tentait une stratégie à 2 arrêts, Alonso, lui, a tenté une stratégie à 3 arrêts, mais malheureusement, il a dû abandonner. Mais ce n'est pas ça dont on va retenir, c'est sa bataille, contre les deux Alfa Romeo. Évidemment, le premier, c'était le dépassement de Kimi Raikkonen sur Fernando Alonso, ce dernier n'a pas apprécié. Et même Alpine, parce qu'on a entendu Alan Proyman parler avec Michael Massey pour dire, c'est pas normal que Raikkonen ait dépassé Alonso par l'extérieur, mais en même temps, le truc, c'est qu'Alonso a forcé Raikkonen hors piste. Oui, exact. Puis honnêtement, je crois qu'en regardant tout ça aussi, j'évalue que lorsque Raikkonen est sorti de la piste, le dépassement n'est pas mené grâce à la sortie de piste de Raikkonen. L'aire d'aller de Raikkonen, elle existait déjà avant d'être sortie de piste. Ça me fait un peu penser au combat Verstappen-Hamilton à Bahreïn. C'était un peu semblable, mais dans des situations différentes, bien sûr. Mais je pense pas que Raikkonen a pris avantage du fait qu'il a sorti de piste. Et visiblement, les commissaires en ont conclu la même chose. Exactement. Puis en plus, un peu plus tard, on a eu Alonso contre Giovinazzi. Puis je disais la blague à mon ami, est-ce qu'Alonso sait que c'est pas Raikkonen qui est devant? Parce que on a une belle bataille entre les deux, mais je crois que c'est Giovinazzi qui a dû laisser passer Alonso pour justement la même offense. Donc, mais pour vrai, et là, je viens de tomber sur un passage de Race, en fait. Il parle de Alpine, justement. Il parle d'ici. Bon, je lis le passage. Fernando Alonso et Alan Proyman, les tirades à propos de ce qui était illégal ou non, disons, les plongeons provoquants de Alonso sur Antonio Giovinazzi, c'était du divertissement. Ça, on va se dire. J'ai apprécié ça. Ça a ajouté un peu de piment, pour ne pas citer Occupation Hood. J'aurais jamais pensé mettre Occupation Hood dans un podcast de la fin. Bref. Mais là, on parle d'une équipe de Formule 1 qui a un double champion du monde dans leur voiture. Et en plus, mais là, ils offrent un peu plus de comédie du milieu. Et Esteban Ocon était très loin derrière en plus, mais il a dû abandonner. Mais pour vrai, j'avais l'impression de revoir les Fernando Alonso pré-retraite, si on peut dire, là, pré-pause, si je peux dire. Quelqu'un qui se plaint beaucoup. Puis je dis pas que c'est quelque chose qui est... c'est quelque chose qui arrive, c'est normal. Et on l'entend souvent, hein, don't get me wrong, mais ce genre de truc, c'est ce qui déconcentre, c'est ce que je vois, ça déconcentre Alonso. Et ça s'est vu. Mm-hmm. Donc, oui. Je pense que ton évaluation est bonne également parce que moi aussi, j'ai un peu constaté que c'était un Alonso plus négatif, plus désorganisé qu'on voyait. Et c'est un peu inquiétant parce que j'avais l'impression que dès le début de la saison, il avait un peu mis ses vieux fantômes derrière lui. Mm-hmm. Et on dirait qu'il les rattrape. Peut-être parce que l'Alpine n'est pas assez rapide. Ouais, aussi. Il pensait que, c'était pas... Il pensait aussi que c'était c'était pas fair, mais ça l'était. Disons, il y a eu contact entre les deux. Mais, ouais. C'était pas fameux, je te dirais. Sinon, on va parler de nos Canadiens parce que, il n'y a pas de Grand Prix du Canada cette année. Et Austin, c'était, disons, leur course à domicile, entre guillemets. Mais les deux se sont accrochés au départ. Attends, non, laisse-moi me sortir. Oh! Ouais. J'ai rien dit. Et aussi. What is this? Ouais, what is this? Les deux se sont accrochés au premier virage au départ. Et c'est ce qui a ruiné, en fait, la course des deux.
Stroll a eu une voiture endommagée, Latifi aussi, mais lui a dû s'arrêter au puits un peu plus tard. Malgré le fait que Stroll finit 12e et que Latifi, je crois, il a fini 15e-ish à peu près. Vraiment, je crois que plus pour Stroll, il y avait une possibilité de finir dans le top 10, même 10e. Ouais. Mais cet accrochage dont il n'était pas responsable, en fait, c'était juste un accident de course, autant pour Latifi. Ça ruinait ses chances avec une voiture qui était correcte en quelque sorte. Tandis que Latifi, lui, les carottes étaient pas mal cuites, autant pour lui que pour George Russell aussi. Oui, la Williams ne ferait pas énormément de performance sur ce circuit d'Austin. On l'a vu dès le début de la fin de semaine que ça allait être difficile pour les deux. Russell, tant bien que mal, essayé d'aller chercher le meilleur de sa voiture. Ça n'a pas été très concluant. Et puis, pour l'accrochage entre Stroll et Latifi, il n'y a pas beaucoup de choses à dire, outre que c'est très malheureux pour les deux Canadiens. Puis, j'imagine qu'on aurait vu les membres de leur famille, de leurs amis, vu que c'est le Grand Prix le plus près, disons, qu'on a eu du Canada. Donc, c'est certain que ça devait être le fun de revenir en terre nord-américaine pour les deux. Mais évidemment, ça n'a pas terminé très bien. Ouais. Par contre, ce qui est à ressortir, c'est que je pense que Stroll a été combatif dans cette course. Ouais. Il a réussi à aller chercher des pilotes avec une voiture endommagée. Donc, ce que j'en ressors, c'est très personnel, mais je trouve que j'ai vu un Stroll qui est combatif, puis ça me fait plaisir de voir ça en fin de saison comme ça. Ouais, exact. Parce que, naturellement, ça a été... c'est ça aussi que je reproche, c'est que il y a un manque de constance dans les résultats de Stroll, mais aussi un certain manque de combativité aussi. Mais aujourd'hui, malgré les circonstances, a été capable d'aller chercher un bon résultat quand même. 12e, c'est sûr, c'est pas fameux, mais dans une course où tu as été accroché et dont tu n'es pas responsable, avec une voiture endommagée, je trouve que ça a été correct. Tandis que Latifi, ouais. il s'en est bien tiré, il finit 15e, mais derrière George Russell, qui lui partait bon dernier avec une pénalité en fond de grille aussi. Donc, vivement Mexique pour les deux, si on peut dire. Vraiment. Ouais, exactement. Puis, tout ça pour dire, parce qu'on parle de course à domicile, As, ouais. Encore une fois, bon dernier, c'est dommage, mais c'est ça il fallait s'y attendre. Donc, mais sinon, on va parler de la série W, parce que c'était les deux dernières courses de la saison, en fait. Et, mesdames et messieurs, nous avons une double championne, puisque Jamie Chadwick a remporté non seulement les deux courses qui ont eu lieu au Circuit des Amériques, mais aussi elle a remporté le titre, entre autres avec avec le fait que Alice Powell, lors de la deuxième course, elle a terminé 6e. Et ce n'était pas suffisant pour Powell pour s'assurer du titre. Elle qui arrivait à Austin avec l'avance, avec une avance sur sa compatriote britannique. Donc, dommage, mais ça a été toute une belle course. Donc, la course d'aujourd'hui, Chadwick a gagné devant Emma Kimlainen et Alice... ça, c'est la course 1, pardon. Bon. C'est ça. La course 1, c'est Chadwick devant Kimlainen et Alice Powell. Abby Pulling qui a obtenu la pole position à Austin. Sa première a terminé 4e. Mais il faut noter aussi, on veut souhaiter un prompt rétablissement à Abby Eaton, qui a été victime, qui a souffert d'une fracture après avoir monté sur ces fameux vibreurs Marc-André dont on parlait, en fait, lors du Grand Prix d'Italie. Ça a fait des dommages aussi. Alors, donc là, elle souffre d'une fracture. Donc, Ouais. Donc, ça a été... Mais je me souviens, je pense que ça a été la même chose avec Sean Gelael l'année dernière en Formule 2 en Espagne. Je pense qu'il a été monté sur un vibreur puis il avait souffert d'une fracture. Donc, il a été out pour une bonne partie de la saison, en fait. Et sinon, je vais vous donner aussi les résultats de la course numéro 2
au Circuit des Amériques, celle qui a eu lieu ce matin. En fait, donc Chadwick a gagné, en fait. Et ensuite, on a Abby Pulling, deuxième, et Emma Kimlainen complète le podium. Alice Powell a terminé sixième et a dû se battre pour revenir et tenter de, au moins, limiter les dégâts, mais ça n'a pas été le cas, malheureusement. Sinon, en même temps qu'il y avait la W Series et le Grand Prix des États-Unis, il y avait aussi la Formule 4, dont c'était le dernier week-end cette saison. Et il y avait des Canadiens en lice. Alors, lors de la course 1, Jason Alder a gagné devant Noël Léon et Christian Weir. Léon étant le meneur au championnat, a profité de la 6e place de Nico Christodoulou, le Canadien, et de Mark Clark, 7e, pour accentuer son avance lors de la course au championnat lors de la course 1. Et lors de la course 2, Christodoulou a gagné la course devant Léon et Mark Clark, ce qui veut dire que Léon est officiellement le champion de la saison 2021 de Formule 4. Sinon, il y avait des Québécois qui étaient présents. Julien Arsenault a malheureusement abandonné lors de la course 1 et Lucas Saint-Jean, tous les deux avec Icar Canada Racing, 24e. Et lors de la course 2, en fait, Arsenault et Saint-Jean ont terminé respectivement 15e et 16e. Donc, Noël Léon est le champion de la série devant Mark Clark, le Canadien, 2e. Donc, félicitations à Noël Léon et Jamie Chadwick qui ont remporté les championnats respectifs de la Formule 4 US et la série W. Et une énorme félicitation aussi à Fabio Quartararo, nouvellement sacré champion de la moto GP. Donc, et comme je l'ai dit, ce ne sera probablement pas son dernier. Et voilà. Après tant de difficultés, c'est terminé. Alors, c'est ce qui complète cette émission d'après-course du Bulletin GP. On va se retrouver jeudi pour le prochain épisode de la balado-diffusion originale. Et sinon, le prochain épisode de l'émission d'après-course, ce sera dans 2 semaines au Grand Prix du Mexique, le premier d'un programme triple avec Mexique, Brésil et le Qatar. Et sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram, le bulletin GP en un seul mot. Sinon, on a bulletingp.com où on a des textes soit d'avant-course, d'après-course, et même quelques chroniques aussi qui seront là. Et on a aussi le groupe Facebook F1 Québec où vous pouvez vous joindre pour parler d'actualité, mettre des memes et tout ça, puis même la Ligue F1 Québec sur Twitch avec F1 2021. Alors... À son animation, Abdou Sall. J'étais à l'animation lors du Grand Prix virtuel des États-Unis, mais ça reste à voir si je vais être de retour jeudi prochain. Donc, on l'espère. On l'espère, mais on verra cela. Alors, Marc-André, un énorme merci d'avoir été là. Merci à toi, Abdou. C'est toujours un plaisir. Et oui, mais écoute, c'est un après-course assez tardif, évidemment. Donc, compte tenu du fait que la course s'est terminée à 17h, il faut se réajuster un peu. Eh oui, effectivement. Alors, merci à tous d'avoir été là. On continue toujours de rouler avec le bulletin GP. Moi, je vais aller dégriser un peu. Mon nom est Abdou Sall. Merci d'avoir été là. Salut tout le monde. Bonne semaine.